Voilà. Jean-Ernest Pierre, raconte-nous. Oui, alors ce matin, je voudrais voir avec vous éventuellement deux affaires, Bon, dont l'une dans le journal La Presse et bon, l'autre, c'est l'événement Asma, auquel j'ai assisté dimanche. Asma, Jean-Emmanuel, tu ris de quoi? Tu ris de moi ou tu ris Asma, de... Asma, Oui, ce matin, oui, je voudrais voir avec vous, je crois que voir est un terme impropre dans les tout à Ben circonstances. je fait. vois, Jean-Emmanuel, arrête là, arrête là. Tu voudrais voir que je ne Je vois vois flou. pas. Et wow là, Jean-Emmanuel? Je vois Allez, flou. raconte-nous. Mais en grossissant mon iPad, j'ai réussi. Ah, Ah, il y a des techniques. Les- Papa, Alors, papa prend tout l'espace du iPad, mesdames et messieurs. donc, il y a cet événement, je ne sais pas si on aura le temps, on va regarder la chose. Vas-y. Euh, mais parlons de ce qu'on a dans le journal La Presse d'abord. Titre, mort de faim à 11 mois. Ça vous dit quelque chose? L'article de Katia Gagnon dit 4 ans. Depuis 4 ans, deux bébés souffrant de malnutrition extrême se sont retrouvés aux urgences d'un hôpital de la région montréalaise. La dénutrition des deux nourrissons âgés de 11 et 15 mois était telle que leurs os étaient complètement déminéralisés et pouvaient se fracturer au moindre choc. Dans le cas le plus récent survenu en octobre dernier, le bébé avait plus d'une vingtaine de fractures et était sans vie à son arrivée à l'hôpital. L'enfant est littéralement mort de faim, écrit Katia Gagnon. Les ambulanciers qui sont intervenus dans le domicile des parents à Montréal-Nord ont été secoués parce qu'ils ont vu, admet l'avocat Michel Valotaire, responsable de l'accès à l'information à l'urgence santé, qui n'a pas voulu donner plus de détails et a décliné notre demande d'entrevue, écrit Katia Gagnon. Elle dit, la famille comptant 4 autres enfants était réunie au salon autour du corps du bébé. C'était une sorte de cérémonie vraiment étrange qui se déroulait alors que le bébé était mort depuis plusieurs heures. Une source bien au fait du dossier qui a réclamé l'anonymat car elle n'est pas autorisée à parler aux médias. L'enfant a été transporté à la Cité de la Santé de Laval où on a constaté son décès. Le corps de l'enfant a par la suite été transféré à Montréal pour qu'une enquête du coroner soit réalisée. Le rapport du coroner Richard Boisvert n'a toujours pas été rendu public. Le pathologiste qui a examiné le petit corps a diagnostiqué plus d'une vingtaine de fractures selon nos informations. Le bébé était si dénutri que ses os étaient déminéralisés et pouvaient facilement se fracturer. Le pathologiste, nous dit-on, n'avait jamais vu un tel cas de malnutrition au cours de sa carrière. Alors, l'intérêt pour nous, les 4 autres enfants de la fratrie, dont le plus jeune avait 3 ans, ont été pris en charge par la Direction de la protection de la jeunesse. Au moment de publier, donc près de 9 mois après les faits, l'enquête policière est toujours en cours, indique la porte-parole Annick de Repentigny au service de police de la ville de Montréal. Selon les informations que nous avons pu colliger, écrit Katia Gagnon, certains des autres enfants de la fratrie souffraient eux aussi de retard de développement, notamment dû à la malnutrition. Le régime des enfants était très pauvre en nutriments et la famille ne consultait pas de médecin. La famille fréquentait l'église adventiste du 7e jour. Tu me vois venir, Jean-Emmanuel? Asma. Ah, Montréal-Nord, l'église adventiste du 7e jour. Hein? Vous suivez mon regard. Ils ont fréquenté nos services d'aide aux familles. Ils ont fréquenté l'église, mais ils n'étaient pas membres de l'église, précise le pasteur Marc Bouzy. Bouzy, ça te dit quelque chose. Marc Bouzy est secrétaire de la Fédération des Adventistes du Québec. Selon lui,
La famille avait eu un parcours migratoire difficile en provenance d'Haïti et était récemment arrivée au Québec. L'Église adventiste, qui demande à ses fidèles d'adopter un comportement alimentaire sain, n'impose rien en matière alimentaire, précise Gabriel Monette, doyen de la faculté adventiste de théologie de Collonges sous Salève en France. Chaque personne fait ses propres choix en matière de santé. Environ la moitié des adventistes sont végétariens, évalue M. Monette, et 10%, donc une petite minorité, sont végétaliens. Le cas du bébé dénutri que nous rapportons est déplorable et condamnable, tient à préciser M. Monette. Je ne peux que regretter que des familles choisissent un tel rigorisme alimentaire. Cette famille a probablement adopté ces positions avec des interprétations jusqu'au boutiste, mais l'Église adventiste ne prône pas du tout cela. Les adventistes comptent 51 églises au Québec, à Montréal. Elles sont particulièrement fréquentées par la communauté haïtienne. Bon, mais... À l'échelle mondiale, l'Église adventiste compte 20 millions d'adeptes. Alors, dans l'article toujours, on parle d'un autre cas similaire en 2019. Katia Gagnon écrit, mais le plus troublant, c'est que le cas de ce nourrisson était le second à survenir en 3 ans dans la région montréalaise. Un autre bébé de 15 mois, celui-là, s'est retrouvé à l'hôpital Sainte-Justine en mai 2019 avec un portrait clinique presque identique. Les parents se sont retrouvés aux urgences parce que leur enfant avait une bosse à la cheville. Le personnel a trouvé l'enfant dans un état rachitique et a constaté une fracture de la clavicule, indique la dénonciation policière rédigée en juillet 2019. L'enfant souffre de carences en tout. Ses os sont déminéralisés, ce qui les rend friables, à tel point qu'un simple choc peut causer une fracture. Au total, l'enfant a 4 fractures aux bras et aux jambes. À son arrivée à l'hôpital, il risquait l'arrêt cardiovasculaire à cause du très bas taux de calcium dans son sang. Alors donc, voilà donc, et en conclusion, Katia Gagnon dit, nous avons cherché à savoir si ses parents étaient eux aussi des adventistes, mais personne n'a été en mesure de nous donner cette information. Dans ce cas, cependant, l'enquête policière a été conclue. Nous avons soumis le dossier au directeur des poursuites criminelles et pénales. Au terme de notre enquête, celui-ci a refusé donc de l'autoriser, de déposer des accusations, indique Annick de Repentigny. Pourquoi? À la suite de l'analyse du dossier d'enquête, on parle du deuxième dossier, soumis par les policiers, le DPCP a conclu qu'aucune accusation ne pouvait être portée relativement à cet événement, n'ayant pas la conviction d'une perspective raisonnable de condamnation, répond la porte-parole du DPCP, Audrey Roy-Cloutier. Bon. On peut pas porter plainte pour négligence. J'entends difficilement, Asma. On ne peut pas porter plainte pour négligence. Ah ben, on a donné l'explication, on n'est pas sûr. On n'est Moi, pas sûr mon problème, gagner une telle cause. On n'est pas sûr de quoi, là? Obtenir une condamnation. Moi, Asma est allé directement vers la possibilité d'une action en justice. Moi, ce que j'ai pas retrouvé dans l'article, et c'est peut-être parce que c'est pas le cas, ce sont les conditions économiques économiques et financières. Ben j'aime ça. Parce que aucune des interventions que j'ai entendues là, que ce soit de la part de l'Église, que ce soit de la part des autorités, enfin, même de la visite de notre consoeur Katia Gagnon, on n'a pas dit les conditions dans lesquelles ces gens sont en train de vivre, les limites économiques et financières que ces gens ont. C'est comme si c'est un prolongement, c'est-à-dire que ce sont des parents irresponsables qui n'ont pas fait ce qu'il fallait, etc., etc. Est-ce qu'il y a une part de responsabilité? Ok, mais en même temps,
dans quelles conditions ces gens vivent. Quelles sont les limites de ces gens qui viennent d'arriver au pays. L'Église adventiste l'a dit, qui viennent d'arriver au pays. Moi, ce qui m'a choqué, c'est la position du secrétaire machin chouette de l'Église adventiste, qui résume le tout, c'est ça, qui résume le tout en une histoire de choix nutritionnel, alors que l'Église n'a pas dit, ces gens venaient chercher à manger. Ça, c'est la première chose. Ok, donc ça parle de leurs conditions, mais l'Église n'a pas tenu bon de venir comme il le faudrait probablement. C'est ça aussi, la responsabilité collective que je n'ai pas trouvée dans l'article. Mais à moins que ça a changé pour les adventistes, parce que, en tout cas, il fut un temps où les adventistes mangeaient de la viande, sauf le porc. Sauf, c'est ça. Absolument. Mais de là à dire qu'ils sont majoritairement végétariens et puis ou même il y a 10% de végétaliens. Oui, mais ce n'est pas la religion adventiste qui commande ça, à moins qu'il y ait un changement à ce niveau-là. Mais le fait, Pierre-Emmanuel, que tu as souligné, on n'a pas parlé de l'état financier dans lequel vivait cette famille. Mais l'Église, quant à moi, aurait dû être beaucoup plus avisée. Oui, absolument. Compte tenu du fait que ces gens ont fait appel à l'aide de l'Église. Donc, c'est une famille, vous êtes au courant qui vient d'arriver, cette famille vous demande de l'aide, ben, il fallait la suivre de façon plus proche, cette famille-là, et les référer à des organismes qui auraient pu les aider. Parce que je ne crois pas, pour question de religion, un parent, une mère surtout, va même pas négliger, ne va pas nourrir son enfant comme il faut. Et puis on sait très bien que bien se nourrir, ce n'est pas nécessairement manger de la viande. Ces gens n'avaient pas les moyens de se nourrir. Point. C'est ça. Oui. Alors, on dit dans l'article, l'Église adventiste qui demande à ses fidèles d'adopter un comportement alimentaire sain n'impose rien en matière alimentaire. Ça veut dire quoi, un comportement alimentaire sain? Ça veut dire quoi pour l'Église adventiste? Alors, donc, chaque personne fait ses propres choix. Environ la moitié des adventistes sont végétariens. Oui. Et seulement 10% sont végétaliens. Alors, mais ça répond à la question d'Asma. La moitié est végétarienne. Ça veut dire que ce sont des gens, et dans ce sens, ce sont des gens qui ne mangent pas de viande rouge. Mais ça n'enlève pas le fait que ce soit des gens qui se nourrissent normalement. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est qu'on réduise, et l'intervention de ce responsable, entre guillemets, qu'on réduise ce drame à une histoire de choix alimentaire. La personne, ces gens-là, j'ai l'impression, n'ont pas le choix. Mais non. Non. Mais non. Je ne sais pas, peut-être que Jacques a quelque chose à ajouter, mais... Oui, moi, je m'étonne un peu de ce genre de nouvelles-là et que personne, on parle pas d'organisme gouvernemental qui s'occupe ou qui aurait dû s'occuper de ce genre de programme-là. C'est plus facile lorsqu'on trouve des choses qui se sont passées il y a 50, 60, 100 ans ou même plus que ça, de porter des accusations puis d'obtenir des réparations, que ce soit des excuses et tout ça. C'est un peu ce que... Aujourd'hui, en 2023, il n'y a pas d'excuse, aucune excuse possible pour quelque chose comme ça. Et il y a sûrement des gens, quelque part, des coupables qui devraient être imputables, parce que moi, je ne peux pas croire que dans une société civilisée, des choses comme ça se produisent. Mais même au niveau de l'Église, Asma l'évoquait tout à l'heure.
tu sais, il y a cet appel à l'aide. Est-ce que l'Église a les moyens de le faire, etc. Mais qu'il y ait au moins la possibilité de diriger ces gens vers des organismes qui peuvent les aider. Bon, Voilà. Vers des ressources, parce qu'il y a Il y a des des ressources qui sont, il y a des ressources qui sont disponibles, même au niveau de notre communauté. Il y a plusieurs gens qui appellent à la radio, et vous ne pouvez pas imaginer pour des situations X, et je vais appeler parce que je sais que l'appel retrouvé reçoit de l'aide chaque vendredi, etc. Et je vais diriger cette personne vers tel groupe, etc., etc. Ou si c'est dans un cas autre, parce que qu'on le veuille ou non, nous avons notre part de responsabilité. Et là, j'ai pas compris du tout le comportement de l'Église. Moi non plus. alors, Et l'Église et des voisins, il y a sûrement des gens qui étaient au courant, puis ici au Québec, on est obligé de dénoncer des cas quand on les voit. bon, ça c'est, tout à l'heure, on a soulevé la question de savoir dans quelle catégorie, dans quelle situation économique vivait la famille. Donc, on a dit que c'est une famille d'immigrants à peine débarqués à Montréal, 5 enfants, pardon, dont celui qui est Mort. décédé, mort. Ben, est-ce que c'est des gens qui ont la résidence permanente? C'est des gens qui sont en attente de statut? C'est une autre question aussi. Est-ce que c'est des gens qui travaillaient? Est-ce qu'il y a le père et la mère qui travaillaient, qui pouvaient travailler? Comment vivait cette famille-là? Est-ce que ici au Québec, avec les prix des aliments qui grimpent et qui grimpent, même pour une famille qui travaille régulière et normale, on ne parle pas d'une famille de 5 enfants. S'il y a le père et la mère, ça fait une famille de 7. Comment on vit avec un maigre salaire de BS ou alors un maigre salaire de salaire minimum, là? Avec 5 enfants, et c'est important de le souligner. Et puis, Montréal, ville refuge. Est-ce que ces enfants ont eu la possibilité d'aller aussi à l'école? Parce que des fois, l'école permet à ces enfants d'avoir ne serait-ce qu'un repas équilibré. Tu sais? Mais aussi... et on parle de quelle école, Jean-Emmanuel? Parce que quand on est dans... Souvent, je fais des entrevues, je dirais, avec des gens de Montréal-Nord, des autorités de Montréal-Nord. Très bien. Surtout avec notre belle mairesse de Montréal-Nord. Très bien. En disant que sa ville, c'est la plus pauvre du Canada. Ben oui. La ville la plus pauvre du Canada. C'est la réalité. Les institutions de Montréal-Nord sont forcément les plus pauvres aussi. Est-ce que les écoles du quartier, si les enfants fréquentaient les écoles du quartier, pouvaient donc permettre à cet enfant-là d'avoir un repas? Ouais. Donc, pour l'enfant en question, on parle d'un enfant de 11 mois qui ne fréquentait pas l'école. Mais on regarde la situation de manière générale. Ouais. Quand on vit dans Montréal-Nord, quelles sont les ressources à notre disposition? Oui, mais c'est parce que je pensais aux deux autres qui, on n'a pas donné l'âge, qui sont peut-être plus grands, qui Il y en sont... a un à 3 ans, etc. Ok. Non, mais ce sont des conditions humaines qui nous ramènent chaque fois à notre humanité ou notre absence d'humanité. Tu sais, cette nouvelle avec laquelle Jean-Ernest est venu ce matin est venu me chercher parce que on vit dans un pays riche. On a les moyens de tendre la main aux autres. C'est ça la chose. On vit dans un pays où il y a des riches, mais il y a beaucoup plus de pauvres que de riches, et peu de gens s'en préoccupent. Quand je parle de gens qui s'en préoccupent, par exemple, les gouvernements, est-ce qu'on a entendu un ministre ou une ministre, le ministre de la Famille, par exemple, nous parler, nous dire quelque chose là-dessus, le ministre de la Santé? Comment se fait-il qu'on a dans une organisation un pays aussi parfait que le Québec, dit-on, comment se fait-il qu'un cas comme ça peut passer entre les mailles du filet? C'est intolérable, c'est incroyable pour moi.
Alors, remarquez, Jacques, que le dossier dans la presse est traité sous l'angle de la religion, si on veut, des préceptes religieux qui forceraient les gens à adopter certaines attitudes alimentaires pouvant mener à la défaillance nutritionnelle, etc., etc. Mais on n'a pas traité la question sur la possibilité que ce soit aussi des gens, des migrants, et qui n'ont tout simplement pas les moyens d'élever ces enfants-là dans des quartiers, dans un quartier très pauvre de Montréal-Nord. On n'a pas traité la question. Et ces jours-ci, il est beaucoup question, quand Jacques parle de gens d'un pays riche, mais où il y a beaucoup de pauvres, on a traité la question du panier de la ménagère. Et de plus en plus, on constate que ces épiciers-là font leur beurre, plus que leur beurre. Ils font vraiment là beaucoup d'abus dans les prix qui sont maintenus très élevés. Et tu avais une de ces entrevues, ok? Justement, dans le sens de ce que tu dis, non seulement les prix sont très très élevés, multipliés de manière injustifiée, mais ils font aussi ce qu'on appelle de la réduflation. Ben oui. C'est-à-dire qu'un flacon de lait qui était de 750 millilitres, je prends un exemple comme ça, est devenu 500 millilitres par exemple. Et plus cher que le 750. Et tu payes plus cher. Parce qu'il... Et plus encore, l'agriculteur, nous avons parlé à ces gens-là qui sont des fournisseurs, des producteurs, n'est-ce pas? N'ont pas le droit de dire non, mon prix est de temps. Non, c'est les épiciers, en tout cas, l'association qui fixe les prix. Quand tu parles à ces producteurs alimentaires, là, ils n'ont pas le choix, les agriculteurs. Est-ce qu'on vit la loi? Ils subissent la loi des épiciers. Absolument. Emmanuel, oui. On se pose la question, mais où est l'état de ce pays? C'est ce que j'allais dire. Est-ce que au moins sur le pain, le beurre et le lait, l'État peut fixer des quotas de bénéfices? Mais vous avez vu ce qui est arrivé la semaine dernière à l'Oblast et Métro, et puis je me rappelle pas. Après 8 années, Pardon? Après 8 années, c'est sur l'affaire du pain? Oui, voilà. Ouais. Et les lois sont tellement mal faites que ça a pris 8 ans pour mener une enquête sur le pain. Les arrangements qui ont été faits avant d'obtenir une condamnation. Littéralement, ce sont ces gens qui ont dû, ou de guerre-lasse, à accepter qu'ils ont commis une faute. Mais l'enquête qui a été menée n'a pas permis pendant 8 ans. Oui, mais pour ceux qui ne sont pas au courant, Asma, oui, tu disais, c'était quoi exactement? Ben c'est ça, là, ils les ont trouvés, ces épiciers-là, ils les ont trouvés coupables d'avoir abusé en augmentant le prix du pain. Et ils ont écopé d'une amende de plusieurs millions de dollars, mais à qui va bénéficier de ces millions de dollars là? C'est pas moi qui ai payé mon pain à 5 dollars plutôt que de le payer à 1 dollar. Et malgré tout, la réglementation n'est toujours pas là sur certains produits, comme tu viens de le dire, Pierre-Emmanuel, des produits de base, le pain, le beurre, le lait. Il n'y a toujours pas de... Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle les produits de première nécessité. Sinon, tu te retrouves avec des enfants comme ce drame-là. Mais voilà. Absolument. Mais voilà, et que personne ne voit. Oui. Moi, dans cet article-là, c'est ce qui me frustre beaucoup. Comment ça se fait? Est-ce que ça veut dire que c'est une famille qui vivait qui vivait cachée, qui ne sortait jamais? Moi, je me dis, cette famille-là sortait parce qu'on sait que c'est une famille de religieux adventistes et qui fréquentait l'église. Absolument. Comment ça se fait qu'il n'y a aucun fidèle? Le pasteur, je le mets de côté parce que bref, j'arrête ça là par rapport au pasteur. Ouais, mais pour ne pas glisser. Non, mais les fidèles qui voient cette famille-là, qui voient l'état des enfants,
comment ça se fait qu'ils n'ont pas été sensibilisés à ça jusqu'à en parler au pasteur, en parler à la famille pour essayer de faire quelque chose. Comment ça se fait? On parle de l'État, c'est bien beau. Oui, l'État a sa responsabilité. Ouais. Mais vous vivez dans une communauté qu'on dit une communauté religieuse et on sait comment les protestants sont attachés, fidèles à leur église, qui fréquentent leur église de façon régulière. Donc, ce sont des gens que vous voyez quasiment minimum une fois par semaine. Puis ça n'a pas attiré votre attention sur l'état des enfants? C'est ce que Jacques disait aussi tout à l'heure sur la responsabilité de l'individu par rapport à son voisin, par rapport à son vis-à-vis, celui qui vit à côté. Voilà. Mais voilà. En tout cas, moi je crois que le pasteur, moi je parle pas de ceux-là qui sont les grosses têtes de la religion adventiste, mais le pasteur de cette église-là, je pense qu'il a... On va en savoir plus parce qu'il y a Jean-Claude aussi, notre bon ami Jean-Claude. Oui, qui fait partie du 7e ciel, Oui, c'est ça? Ça serait intéressant qu'on en parle avec notre Jean-Claude. Ça se fait que ça a échappé carrément à l'église, cette situation-là. Enfin. C'est pas normal, parce que là, on parle d'une église, c'est petit par rapport à cette grande société que tu vois, que tu vas croiser quelqu'un une fois par hasard comme ça. L'église, c'est une micro-société. Ben oui. Mais l'église, malheureusement, voit à sauver les âmes des gens, pas le corps. Mais comment tu as pu... Alors, l'église a sauvé l'âme de ce petit qui est décédé là? Il va être... Laisse-moi vivre avec mon âme condamnée d'abord. Les gens individuellement dans notre société sont beaucoup plus portés à voir un pasteur, par exemple, qui aurait montré une photo de bébé nu à quelqu'un d'autre que de voir les enfants qui crèvent de faim aux côtés. Je ne dis pas qu'il faut pas voir les autres sortes de crimes, mais en tant qu'individu, on a la responsabilité dans une société civilisée d'être des protecteurs de la morale et des agissements des gens qui nous entourent et au moins de lever la main, de faire quelque chose. Moi, c'est ce qui m'étonne, c'est que personne l'aurait fait. Peu importe que ce soit dans une religion ou autrement, c'est pas normal, d'après moi, que personne voit ça. C'est qu'on se ferme les yeux puis on se dit, bon, ils sont pauvres parce qu'ils sont sans cœur, c'est parce qu'ils veulent pas travailler. Je ne condamne pas ceux qui tournent le regard sur un pays où la moitié de la population crève de faim, sinon les 3/4 de la population. On parle de 7 millions de personnes sur 11 ou 12 millions qui sont à risque d'insécurité grave. OK? Mais là, on est au Canada. Là, on est au Québec. Là, on est à Montréal. Et que des gens meurent, qu'un enfant meurt parce qu'on lui a pas donné à manger. Parce que c'est pas la grève de la faim ni une punition. Parce que les parents n'avaient pas le moyen de nourrir normalement cet enfant. Moi, je suis certaine de ça. On saute aux conclusions, Jean-Emmanuel. Il faudrait savoir. Mais Jean-Ernest, c'est une famille qui allait demander de l'aide à manger. L'aide à son église, voyons. Mais c'est un petit peu pour ça, là. On pourrait faire des amalgames. Est-ce que c'est vrai qu'on ait une société au Québec, là, telle qu'on connaît le Québec, où un enfant de 11 mois peut mourir de faim parce que la famille n'a pas à manger à lui donner? Est-ce que c'est vrai? Regardons-nous dans les yeux, disons-nous les vraies affaires. Et chaque fois que je parle à ma collègue Aspin, et récemment on en a parlé encore, on a fait cette discussion à l'occasion de la fête des mères, à savoir que si c'est le cas au Québec,
ben, les 3/4 des enfants de ce pays que tu viens d'évoquer, Jean-Emmanuel, seraient morts de faim. Il y a toujours une mère qui va faire de son mieux pour nourrir son enfant et ses enfants. Littéralement, là, malgré la misère, Jean-Emmanuel, Oui. il y a littéralement quasiment pas, hein, dans le milieu qu'on connaissait, je veux pas dire, on a vu des reportages d'enfants qui mangeaient ou la terre ou la famille, mais dans Port-au-Prince, Gonaïves, les lieux qu'on connaissait, Jean-Ernest, la mère va toujours faire un effort. Sors des lieux que tu connais. Jean-Ernest, est-ce que tu savais que ce pays, on va dire Haïti, était l'endroit où il y avait le plus d'enfants à un certain moment après des pays africains comme il y avait l'Éthiopie, la Somalie? On avait le plus de cas de kwashiorkor, c'est-à-dire d'enfants mal nourris. Là, c'est pas l'effort que les parents ne veulent pas faire. Tu sais? Alors, oui. Alors, on connaît les raisons dans ce pays, dans ces pays d'Afrique et même dans certains cas en Haïti, ok? Mais regardons-nous les yeux dans les yeux. Oui. Est-ce que ça existe aussi ici? Ça veut dire une mère qui peut vouloir donner à son enfant, qui peut vouloir nourrir son enfant, qui est consciente qu'elle doit nourrir son enfant, le père, bon, la famille, et qui ne trouve pas les moyens de nourrir cet enfant. Je dis que c'est possible. Je dis que c'est possible puisque le cas est devant nous. On parle de quelque chose de concret. Et en plus, ce qu'il ne faut pas ignorer, il y a aussi peut-être un manque d'information de la famille. Mais c'est ce qu'on a dit aussi, ce que l'Église aurait pu faire. Tu as dit, invite ces gens, amène ces gens à frapper aux portes d'organismes qui puissent les aider. On n'a pas dit que les aides n'existent pas, que les lieux d'aide n'existent pas. Moi, j'ai surtout parlé de cette famille dont j'ai l'impression qu'il s'est retrouvé seul. Voilà. Et tout ça, assez curieusement, moi, ça m'amène à me questionner une fois de plus sur l'organisation de cette communauté haïtienne. Si on avait une communauté solide en dehors de l'église adventiste, mais il y aurait eu quelqu'un qui serait sensibilisé à ça et qui aurait fait en sorte que cette famille-là soit accompagnée. Combien de fois, Jean-Ernest, que tu as reçu Franz Sandré à ton émission, surtout lors du décès de ce monsieur qui traversait pour retourner aux États-Unis, où on a dit, il y a tellement de gens mal pris, des nouveaux arrivants qui sont mal pris, qui vivent dans la solitude, qui n'ont rien, qui ne connaissent rien. Nous devons faire en sorte que ces gens-là soient accompagnés par la communauté. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a bougé là-dessus? Non. Non. Bon. Une chose, dans ce cas-ci en particulier, chacun ses responsabilités. La famille, quand même, a appartenu à une organisation religieuse. C'est une communauté et qu'on le veuille ou non, c'est pas toutes les organisations de la communauté haïtienne qui pouvaient faire quelque chose, mais au moins elle a appartenu à une communauté et il revenait à cette communauté-là d'avoir les outils nécessaires pour aider, parce que c'est une communauté d'autant plus religieuse. Et je reviens sur la... Oui, vas-y. Est-ce que cette communauté religieuse est sensibilisée au fait qu'elle doit veiller sur ses fidèles en tout point, pas seulement sur la... Ah oui, mais non. Cette communauté est très sensibilisée parce que quand il y a quelque chose de croche, Jean-Ernest, qui se passe, on va convoquer le frère ou la sœur en comité d'église. Sur la base d'une relation amoureuse, de ci, de ça, etc. Là, on parle de vie. C'est ça aussi. Veiller sur que le berger veille sur les brebis.
Alors, ce que je pense que oui, on peut s'autoflageller, ben, il faut essayer de le faire de la bonne manière. Dans ce cas, la communauté at large n'a pas tellement à se reprocher, parce que moi, je sais que, par exemple, dans Rivière-des-Prairies, pas loin de Montréal-Nord, il y a, Jean-Emmanuel, cette femme que nous connaissons tous, qui a une... Yolette, elle était mon amie, ça fait pas longtemps là, hein, mais ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je vois qui c'est. Il y a cette institution qui distribue de la nourriture. Tu as donné cet exemple. Il y a d'autres organismes. J'ai parlé de la Perle retrouvée. On pourrait parler du bureau de la communauté haïtienne de Montréal. Je ne sais pas. Pour la maison d'Haïti. Oui, mais ça prendrait quelqu'un pour mettre cette famille en contact avec ces organismes-là. Oui. On se retrouve. C'est-à-dire, c'est pour dire, une façon pour Jean-Ernest de dire que les ressources sont là. Dans certains cas, on fait avec ce qu'on a, mais les ressources sont là. Et une famille qui a élevé 4 autres enfants, n'est-ce pas? C'était le 5e. Et puis... voilà, devrait savoir comment s'organiser. Moi, je ne laisserai pas mon enfant mourir là, de faim. Hein? Oui, non. Si mon enfant a besoin de manger, j'ose le dire, je vais voler pour donner à manger à mon enfant. Oui, bon, je vais pas dans le sens parce que je ne sais pas les sacrifices qu'ils ont tenté aussi. C'était 5 enfants. Ça fait longtemps que Jacques lève la main. Oui, de toute façon, Jacques va terminer. Oui, mais je voudrais juste apporter peut-être un autre regard, là. C'est le mien, remarquez bien. Oui. Mais c'est de la misère, ça. Et quand il y a de la misère qui se vit en quelque part au Québec ou même au Canada, ben, les politiciens, vous parliez de celui qui garde ses brebis. Ben, Monsieur Legault, par exemple, là, dès qu'il y a un peu de misère quelque part, vous le voyez tout de suite rendu là, il y a une inondation, il y a quelque chose comme ça. Il faut aller sympathiser avec les gens, leur dire « Oui, soyez pas inquiets, on s'occupe de vous ». Est-ce qu'il y a un seul élu, un seul berger qu'on élue et pour lesquels il se vote des beaux augmentations de salaire, qui s'est déplacé pour venir offrir son aide, ses sympathies à la famille? Et est-ce qu'ils se sont montrés? Non. Et ça, c'est pas normal. Parce que les pauvres ont pas les moyens de se payer des lobbyistes au gouvernement. Tout ce qu'on peut faire, les pauvres, c'est de voter une fois à chaque 4 ans. Eh bien, c'est ça. On vote une fois à chaque 4 ans, et après ça, on ne s'occupe plus de la misère des gens. Des gens qui meurent comme ça, là. Je m'excuse d'employer ce mot-là, mais ma grand-mère appelait ça de la misère noire. Exact. Alors, on ne peut pas accepter ça, c'est inacceptable. Moi, aujourd'hui, là, j'ai honte d'être québécois.